Bienvenue à Nouveau Départ. Mon invitée aujourd'hui porte plusieurs chapeaux. On la connaît comme la députée de Mercier et porte-parole de Québec solidaire. Mais c'est à l'auteur que je m'adresse aujourd'hui. Elle est née à Beyrouth, a grandi aux Émirats arabes unis avant d'immigrer au Québec. Elle publie son tout premier livre, « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs », un essai autobiographique où elle raconte son parcours de la classe d'accueil à l'Assemblée nationale. Bonjour, Ruba Ghazaï, comment ça va? Ça va bien, merci, bonjour, merci de l'invitation. Je suis vraiment fébrile, je pense que on l'entend dans ma voix. Moi aussi. Pas juste parce que je reçois quelqu'un qui a une position très importante dans l'échiquier québécois, mais surtout parce qu'on va parler d'expérience, d'immigration. Et c'est pour ça que j'avais envie de créer ce balado Nouveau Départ. Oui. C'est pour avoir des conversations sur c'est quoi immigrer au Québec, c'est quoi les enjeux, comment qu'on se sent, qu'est-ce qu'on laisse. Nouveau Départ, j'adore ça. Voilà. C'est beau. Ça aurait pu être le titre de mon livre. Ça pourrait. Mais c'est déjà pris, je ne le prendrai pas. Il y en aura sûrement d'autres. Mais pour cette deuxième saison, j'avais envie d'aborder ces conversations à travers le spectre de la littérature parce que le livre, c'est un objet que j'adore. Donc, ton livre s'intitule « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs ». C'est un clin d'œil évident à Gilles Vigneault. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'apporter, de t'approprier cette phrase aujourd'hui? Bien, parce que c'est comme ça que je me sens. Je me sens comme, oui, je suis immigrante, issue de l'immigration, enfant d'immigrants. Je suis arrivée au Québec, j'avais 10 ans, donc selon la définition stricte dans un formulaire quelconque de Statistique Canada, probablement que je suis considérée comme immigrante, mais moi, je me considère comme entièrement 100% québécoise. Ça ne veut pas dire que ma culture d'origine palestinienne du Moyen-Orient, ma langue maternelle, l'arabe, c'est pas parti, ça fait partie de moi, mais je suis aussi 100% québécoise, gens du pays. Gens du pays, c'est propre au Québec, hein, c'est pas... Peut-être que si on s'en va ailleurs dans la francophonie, gens du pays, ils vont comprendre les gens du pays, mais ils comprendront pas toute la charge culturelle, émotive que ça a au Québec. Ici, on dit pas bonne fête, on dit les gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Donc, c'est quelque chose de purement québécois. Et moi, c'est une façon très simple, très rapide, en un mot, de dire que je suis 100% québécoise, comme n'importe qui, comme un Tremblay qui est ici depuis 400 ans. Oui, puis de le proclamer haut et fort avec cette phrase qui rappelle notre amour pour le territoire. Oui, exactement. À quel moment, toi, tu t'es rendu compte que, wow, mais j'aime ce pays, j'aime cette province, j'ai envie de le revendiquer? Oui, bien, c'est sûr que je dis souvent, on ne devient pas québécois juste en descendant de l'avion sur le tarmac, puis tout d'un coup, on dit « Vive le Québec libre et indépendant ». Moi, je suis aussi indépendantiste fièrement. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un cheminement. Ça dépend aussi à quel âge on arrive, c'est quoi les conditions dans lesquelles on arrive. Moi, je suis quand même privilégiée. 3 ans après notre arrivée, on est devenu citoyen québécois. On a eu notre passeport canadien parce que le passeport québécois n'existe pas encore. Et c'est vraiment à force d'apprendre c'est quoi le Québec. Vous avez parlé d'une classe d'accueil. Je suis arrivée à Montréal, dans le petit Liban, à Ville-Saint-Laurent. Il y avait beaucoup de familles d'origine du Moyen-Orient qui habitent là. Et je suis allée dans une classe d'accueil parce que je parlais pas le français. Mais j'ai pas juste appris le français, j'ai appris aussi la culture québécoise. J'ai appris à devenir québécoise. J'ai appris le français en chantant Félix Leclerc. C'était pas Gilles Vigneault. Gilles Vigneault aussi, mais Félix Leclerc surtout. Il venait de mourir, ça fait pas longtemps. J'en parle dans mon livre. Et puis en force d'apprendre sur l'histoire du Québec, sur c'est quoi le Québec, ben je le suis devenue petit à petit. Je peux pas dire le moment où je l'ai senti, mais c'est sûr que je me suis sentie, c'était à la fin des années 80, très bien accueillie par ma famille. Mes parents sont allés dans des classes aussi de francisation. Le COFI, qui n'existe plus, ça a été aboli au début des années 2000 pour apprendre le français, apprendre c'est quoi la culture québécoise.
Donc, c'est comme ça, petit à petit, que ça s'est fait. Puis, c'est devenu naturel, c'est devenu mon chez-moi. Il n'y en avait pas d'autres. Là, aujourd'hui, ça fait 37 ans que je suis au Québec, ça fait longtemps. Donc, j'ai été au Québec beaucoup plus longtemps que aux Émirats arabes unis. Oui. Donc, j'ai un sentiment d'appartenance très, très puissant. Mais ce qui est important d'entendre dans ce que je dis, c'est le temps. On ne le devient pas du jour au lendemain. Ça prend des conditions, ça prend une société d'accueil, qui ouvre les bras, que ce soit à l'école pour les enfants plus jeunes ou que ce soit dans la francisation pour ceux qui arrivent et qui ne parlent pas le français, ou que ce soit dans la communauté, les fêtes de quartier, les organismes communautaires. Des fois, on peut parler la langue, mais ce n'est pas suffisant pour se sentir bien. Si on a notre famille, moi, j'ai été ici avec mes parents, mais si, par exemple, on arrive ici à un âge adulte, puis notre famille n'est pas avec nous, c'est plus difficile. Il faut que notre famille, qui ait une réunification familiale, qui soit là. Donc, ça prend des conditions, ça prend une société pour accueillir, pour se sentir québécois. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui. C'est ça qu'il faut apprendre. Il faut donner ce temps-là où est-ce qu'on se sent aussi accueilli, puis qu'il y ait l'espace et les conditions pour qu'on soit accueilli. Ce qui existe de moins aujourd'hui, malheureusement, mais c'est une condition fondamentale. Ruba Gazal, moi, j'avais envie de reconduire ces conversations avec Nouveau Départ pour que non seulement je l'ai encore dans la bouche, non seulement des nouveaux arrivants, mais il n'y a pas que des nouveaux arrivants, non seulement la diaspora puisse avoir accès à ces conversations, mais aussi les gens qui sont installés depuis plusieurs générations dites de souche. Oui. Donc, c'est vraiment des conversations que j'avais envie que tout le monde ait accès pour ouvrir son esprit. Pourquoi toi, tu as eu envie d'écrire ce livre? À qui tu as envie de t'adresser à travers ton ouvrage? Honnêtement, j'avais envie de m'adresser à tout le monde qui... ça peut être les personnes qui vivent dans un endroit au Québec, une région où il n'y a pas beaucoup d'immigration, quoique c'est de moins en moins le cas, il y en a partout maintenant. Mais des gens, peut-être que dans leur quotidien, ils ont moins accès à des personnes, des gens du pays qui viennent d'ailleurs. Et qui en entendent parler uniquement dans les médias, uniquement dans la bouche, par exemple, de François Legault ou uniquement dans la bouche de politiciens ou de gens qui en parlent, mais qui en côtoient pas. Donc, j'avais envie de leur raconter cette histoire d'une personne qui est la mienne. Elle est unique, mais elle est quand même banale, dans le sens que c'est l'histoire de milliers, de dizaines de milliers de personnes issues de l'immigration qui viennent ici, parce que je parle aussi de ma famille, qui sont arrivées à un âge plus avancé. Donc, de savoir comment ça se passe, comment cette personne-là se sent en arrivant au Québec, comment elle apprend le français, comment elle apprend à devenir québécoise, comment elle devient, comme moi, députée à l'Assemblée nationale, même chef d'un parti politique. Je suis la seule femme à la tête d'un parti politique au Québec issue d'immigration. Donc, comment ça arrive? Donc, n'importe qui est curieux, qui n'en côtoie pas autour de lui. Mais je parle aussi à des plus jeunes, peut-être issus de l'immigration, qui entendent un discours, qui parle de eux, qui parle de leur famille, qui ont l'impression que ça les rejette, mais de leur dire, ben non, il existe des gens qui te ressemblent. Moi, il y a beaucoup de jeunes femmes qui me disent, on dirait, quand vous parlez, on dirait que vous parlez de moi, on dirait que vous parlez de mon histoire. Je vais beaucoup dans les cégeps, dans les universités, mais aussi dans les écoles secondaires. Je me fais un honneur un plaisir de parler de mon parcours pour que des jeunes, et moi, ça me fait plaisir quand des jeunes disent, ben, on dirait que vous parlez de moi. Ben, ça veut dire que cette jeune femme-là se dit, ben, moi aussi, je peux être à l'Assemblée nationale. Moi aussi, je peux faire ce que j'ai envie, malgré un discours un peu plus, peut-être qu'on entend, qui dit que les immigrants sont un problème. Donc, ça s'adresse littéralement à tout le monde, qui a envie, qui est curieux, qui a envie d'en savoir plus, ou des plus jeunes qui ont envie de se retrouver dans l'histoire, une histoire qui leur ressemble. Puis moi, j'ai eu le goût, le déclic là, pour écrire ce livre. Je l'ai eu quand François Legault a dit, on se rappelle, c'était en 2021, c'était pendant la pandémie, il a dit, moi, les immigrants qui gagnent en bas de 56 000 $, pour moi, c'est un problème. Et on entend, là, c'est rendu maintenant chose banale de dire que
la cause de la crise du logement, c'est l'immigration. Si nos écoles débordent, c'est l'immigration, etc. Oui, c'est vrai qu'on en a accueilli beaucoup, beaucoup plus et de façon désordonnée. Et ça, c'est à cause du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada que ça s'est fait de façon aussi désordonnée. C'est pas la faute des immigrants qui sont ici, dont certains qui veulent juste contribuer au pays. Donc, je me suis dit, bon, non, moi, je veux contrer ce discours-là que j'entends. C'est pas vrai que ma famille, on a un problème. C'est pas vrai que je suis un problème. C'est même le contraire. Oui. Et je ne suis pas l'immigrante parfaite parce que c'est ça aussi, c'est une de mes inquiétudes en écrivant le livre, c'est de dire, ah, mais toi, t'es correct. Ça veut dire qu'il y a des immigrants qui sont pas corrects. Moi, je refuse ça. C'est pas vrai. J'ai une histoire comme celle de beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Et je voulais qu'on l'entende. Puis non, l'immigration, c'est pas un problème. Voici la preuve. Oui, de remettre un peu l'humain Oui. au centre de ces conversations-là. Oui, absolument. Puis depuis quelques années, tu l'as dit, hein, c'est polarisant comme sujet. Totalement. L'immigration est au centre de plein de débats politiques. On dirait que c'est à l'origine de plein de situations même. Et est-ce que tu penses que ton livre, c'est un peu une réponse pour contrecarrer, pas pour contrecarrer, mais c'est une réponse à ces politiciens qui utilisent l'immigration comme levier politique? Oui, parce que des débats sur l'immigration, il faut qu'on en ait, comme on en a sur tous les sujets. On est dans une société démocratique et c'est très bien et c'est même très important qu'on en ait pour préparer la population à cette immigration-là. Je veux dire, ça a toujours été une terre d'accueil ici, le Québec. Il faut que ça continue. Et aussi pour sensibiliser les gens face à la réalité concrète du quotidien. Moi, je suis très, très présente sur le terrain. Je fais des tournées un peu à travers le Québec. Je vais dans des écoles. Je vais dans toutes sortes de milieux. Et la majorité des gens, je veux dire, ils vivent pas dans ces discours théoriques de certains politiciens ou chroniqueurs qui sont déconnectés de la réalité. Dans la réalité des gens, ils veulent vivre, ils veulent avoir une communauté qui soit vivante, qui soit dynamique, qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent redynamiser leur communauté partout au Québec. Et ça, c'est la réalité. Puis la vérité, c'est qu'ils ont des problèmes concrets. Oui, des fois, par exemple, ils n'ont pas assez de logements, mais c'est pas parce qu'il y a trop d'immigrants. Oui, bien sûr, tu reçois beaucoup, beaucoup d'immigrants. Tu n'as pas construit pendant 25 ans, pendant 30 ans. Il y avait déjà ce problème. Il existe en Gaspésie. Je veux dire, la Gaspésie ne déborde pas d'immigrants non plus. Et ces problèmes-là existent partout de logements. Mais au contraire, on a besoin de personnes qui viennent redynamiser notre territoire, nos communautés. Et l'immigration, souvent, c'est une solution même. Puis c'est pour parler du concret, pour démontrer de façon concrète que ce discours-là, bien, il est déconnecté de la réalité. Oui. Tu es vraiment une excellente ambassadrice. J'écoute parler Merci. et puis vraiment le choix de tes mots et surtout l'énergie que tu mets derrière. Merci. C'est pas juste convaincant, mais on comprend. Oui. Est-ce que dans ta famille, la politique a toujours été quelque chose d'important, de discuter, de partager pour que tu en fasses carrière? Dans ma famille, la politique est honnie. Ils détestent la politique. Pour eux, comme beaucoup d'immigrants d'ailleurs, pour eux, pour eux, la politique, c'est des problèmes, c'est des conflits, c'est la guerre. Moi, je suis donc née au Liban. La guerre du Liban civil commençait, puis mais j'ai vécu aux Émirats arabes unis parce que ma famille avait besoin de sortir de cette guerre-là parce que c'était très, très... c'était pas propice à élever une famille, mais dans une famille palestinienne. Donc, moi, ma famille, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mon père avait 2 ans. En 1948, ils ont quitté la Palestine lors de la création de l'État d'Israël, où est-ce qu'il y a eu aussi, ils avaient peur pour leur vie, donc ils se sont dit, on va quitter puis on va revenir. Finalement, ils ne sont jamais revenus jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ce qui est politique, c'est des conflits pour eux. Fait qu'ils se sont dit, on va aller dans un pays où il ne se passe rien, où c'est tranquille, où on peut élever notre famille, on peut s'occuper de notre gazon, on peut avoir une maison, puis personne ne nous dérange, puis ça se passe bien. Mm-hmm. Ils ont dit, ben c'est le Canada.
On a une grande partie de ma famille, des amis de mes parents à l'époque, dans les années 80, qui sont allés à Toronto. Et mon père, il nous a dit, genre, je raconte cette histoire dans le livre. Nous, on était 3 filles, là, moi et mes sœurs. Puis ils ont dit, ben là, il faut qu'on quitte parce qu'on a besoin d'aller dans une place où est-ce qu'on a un pays, parce qu'on n'en a pas. Et il y a le Toronto, ça se passe en anglais. Puis il y a Montréal, ça se passe en français et en anglais. Fait que là, on s'est dit, ah ben là, nous, on parle l'arabe. On veut ajouter, on veut plus de langues. Allons à Montréal, alors qu'on avait beaucoup moins d'amis. Juste une famille libanaise que mes parents ont déjà connue. C'est intéressant ça aurait de été voir beaucoup plus comment les choix se font. Ah, c'est un hasard, un coup de dé. C'est les enfants qui ont décidé. Puis on a dit, ben OK, très bien, on va là. C'est bon, ça se passe en français. Fait que c'est la langue française qui a fait qu'on a choisi le Québec pour avoir une arc de plus, une corde de plus à notre arc. Puis c'est comme ça qu'on a choisi d'aller là. Mais c'était pas pour faire la politique. Donc moi, je dis tout le temps, pourquoi ça m'intéresse? Toute jeune, ça m'a toujours intéressée. Je me dis, je dois avoir un ancêtre qui aimait la politique parce que mes parents, eux autres, non, on va rester tranquille, on va pas se faire déranger, on veut déranger personne. Et pour eux, la politique, c'est juste des problèmes. Hein? Encore plus, moi, je suis indépendantiste, je suis pour l'indépendance. Puis dans ma famille, c'est sûr que les immigrants, ils ont peur de ça parce qu'ils veulent la stabilité. Puis, mais c'est de la faute de mes parents que si je suis indépendantiste, parce que toute mon enfance, ma famille, mon père me parlait, un jour, on va avoir un pays, la Palestine. Puis il parlait toujours du rêve d'avoir un pays, du rêve de l'indépendance. Ça a toujours été présent. Mais finalement, moi, je l'ai, en entendant le discours indépendantiste ou en entendant ça ce t'a nourri combat-là, autrement. oui, ça résonnait en moi. Puis je dis souvent, j'ai 2 nations, la nation palestinienne et québécoise, mais j'ai pas de pays. Je me reconnais pas dans le Canada. C'est un beau pays, mais je me reconnais pas dans le Canada. J'ai pas de sentiment d'appartenance. Je veux dire, j'ai voyagé un petit peu à travers le Canada, puis c'est comme une autre... On est dans un pays étranger, littéralement, quand on est québécois. Puis je dis, ben, j'ai pas de pays, je veux un pays. Je veux la Palestine, mais il y a beaucoup plus de chances d'avoir le Québec. On a tout. On a le territoire, on a la langue, on a un État national. Qu'est-ce qu'on attend pour devenir un pays? C'est la faute de mes parents. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Donc, en faisant le choix de s'installer au Québec, ça faisait en sorte aussi qu'il y avait une nouvelle langue à apprendre. Oui. Et pour tes parents, pour toi, en fait, toute la famille. Tout à fait. Et ça, c'est un défi de taille. C'est une richesse pour nous. Apprendre une langue de plus, une culture de plus, c'est une richesse. Puis ça, je ne le savais pas à quel point la culture québécoise était riche quand je suis arrivée ici. C'est vraiment... je l'ai appris... à l'école, je l'ai appris en côtoyant. Je suis devenue québécoise puis amoureuse du Québec, c'est la question du début. Oui, à l'école, mais en côtoyant des gens, notamment mon prof de classe d'accueil, M. Gilles. J'ai un chapitre qui parle de la classe de M. Gilles. C'est grâce à lui, c'est grâce à des amis, aux parents des amis. C'est comme ça, c'est en côtoyant les gens, pas en écoutant les discours de politiciens, c'est en côtoyant les gens sur le terrain, pour vrai, le vrai monde. Et c'est comme ça que ça t'anime aussi d'un désir de voir ce territoire trouver son indépendance. Oui, avec les Autochtones, avec les immigrants, tous les gens du pays qui viennent d'ailleurs ou qui viennent d'ici. J'adore. Écoute, Ruba Ghazal, on arrive à la partie que je préfère de ma conversation, c'est la lecture. Hein? Je t'en ai parlé, tu m'as dit oui. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je retourne le document devant toi pour qu'on puisse se prêter au jeu. Fait que c'est moi qui lis. Oui, c'est toi qui commences. Très bien. Puis moi, je poursuis parce que j'aime ça lire aussi. Très bien. Fait que je lis la moitié, puis après ça, je te laisse continuer. Voilà. Les gens du pays viennent aussi, d'ailleurs. Oui. Donc ça, c'est vers la fin du prologue. Alors, je commence. Ah, c'est quelque chose quand même lire à la radio. Je fais pas souvent ça. Je ne me berce pas d'illusions. Je sais que mon expérience à l'école Saint-Maxime est à des années-lumière de celle que vivent aujourd'hui les petites rubas qui parcourent ces mêmes corridors. Quand ma famille a émigré au Québec en 1988, l'école publique était encore une source de fierté collective et un véritable ascenseur social. Des jeunes de toutes les classes sociales la fréquentaient car les parents savaient que leurs enfants y recevraient une éducation de qualité. C'était avant l'imposition du dogme néolibéral dans nos administrations publiques, avant les coupes massives en santé et en éducation, avant l'austérité libérale et caquiste.
C'était avant l'arrivée massive d'Internet, des réseaux sociaux, de Netflix, d'Instagram et de TikTok dans nos vies, avant que la majorité des contenus culturels que nous consommons quotidiennement, en anglais s'il vous plaît, ne nous fragmentent en solitude enfermée dans nos algorithmes. C'était à l'époque où le mouvement souverainiste caressait encore le rêve de bâtir un pays avec les personnes immigrantes plutôt que de s'en protéger. Que le dernier entré laisse la porte ouverte, disait Jacques Parizeau. La société québécoise a vécu de profondes transformations sociales et culturelles au cours des 30 dernières années. Le visage du Québécois moyen a changé, tout comme nos valeurs, notre rapport aux institutions, nos pratiques culturelles, notre perception de l'avenir et de la place que nous devons occuper dans le monde. Mais derrière ces mutations, je vois une autre trame narrative que la fable commodément simpliste, voire dangereuse, qui nous est proposée par les Mathieu Bock-Côté de ce monde. Je te laisse continuer. Ouais. J'y vois d'abord l'histoire d'un lent et insidieux processus de détournement du discours nationaliste québécois par la droite identitaire. De mouvements inclusifs et ouverts sur le monde qui tendaient les bras à l'autre et lui disaient « Tu es ici chez toi et tu es citoyen québécois au même titre que nous le sommes. » Le mouvement nationaliste québécois depuis les années 90, est progressivement devenu l'apanage d'une droite identitaire, défaitiste et repliée sur elle-même. Une droite qui perçoit les nouveaux arrivants comme une menace et qui n'a ni la capacité ni la volonté de conjuguer le « nous » québécois dans toute sa diversité. J'y vois ensuite l'histoire, plus silencieuse celle-là, de l'effritement progressif du contrat social qui a pris forme pendant la Révolution tranquille avec ses promesses d'égalité des chances, de justice sociale et de services publics solides visant à améliorer le quotidien des gens. Autant de promesses brisées sans lesquelles il nous est impossible d'envisager une société forte et unie, une société résiliente qui prend soin de son monde, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Les bonzes du nationaliste identitaire qui prophétisent sans cesse la disparition de la nation québécoise en pointant du doigt les immigrants se gardent bien de faire ce bilan historique, pourtant nécessaire. Quoi de plus facile quand on a entre les mains les clés du pouvoir que d'imputer nos échecs aux nouveaux arrivants? Pour la classe politique qui nous gouverne depuis des décennies, rien de plus commode que de renverser le lien de cause à effet. Si nos services publics tombent en ruine, si notre modèle d'intégration s'essouffle, c'est la faute, oui, c'est la faute des immigrants. Et si les personnes immigrantes, plutôt que d'être les coupables de l'effondrement du modèle québécois, en étaient au contraire les victimes au même titre que tous les Québécois. Merci. Des belles réflexions. Oui. Ça, c'est le prologue. Donc, juste pour dire aux gens, le livre, après ça, c'est comme je raconte une histoire, je raconte des anecdotes. C'est pas juste des principes que j'énonce. Là. Ça, c'est vraiment vers le prologue à la fin, qui résume un petit peu j'aime pas ça dire la thèse, mais un petit peu les réflexions, là, puis l'idée dont on parlait tantôt là, sur à quel point on rejette toute la faute sur l'immigration, puis que c'est pas ça le Québec, c'est pas juste ça la politique au Québec. Il y a d'autres gens qui portent un autre discours, puis c'est le discours que j'amène d'ouverture, d'inclusion. Puis ça fait pas juste du bien aux immigrants, hein, c'est aussi au Québec. Si on veut que le Québec prospère, si on aime vraiment le Québec, si on est vraiment nationaliste, il faut qu'on ouvre les bras aux immigrants, parce que dire le contraire, c'est un mensonge. Hein? On se rappelle François Legault en 2018, il disait en prendre moins, mais en prendre soin. Mais même lui, il n'a pas été capable d'en prendre moins, puis il n'a pas pris soin tant que ça. Il y avait des coupes dans les cours de francisation, parce qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, on ne va pas demander aux femmes qui sont ici, aux Québécoises, de faire une tralée d'enfants. Là. Il n'y aura plus de 10 enfants dans les familles. C'est pas un modèle ça n'existe viable. plus. Là, je veux dire, on n'est pas à 1950. Fait que dire le contraire,
c'est mentir. Et c'est ne pas préparer la population à ce qu'il y ait à des débats qui doivent se faire, qui doivent être sains, sur le fait qu'on va en accueillir de plus en plus. Puis des rubans gazales, ben, il y en a de plus en plus. De Là. plus C'est en banal. Là. C'est pas... un jour, on n'écrira plus une histoire là-dessus. Ça va juste devenir la normalité. Et c'est franchement rafraîchissant de la manière que tu apportes le sujet, les métaphores que tu utilises, les extraits aussi autobiographiques que tu partages. Ouais. Ça fait franchement du bien de sortir de la langue de bois et puis de Oui. mettre encore une fois l'humain au centre de l'expérience d'immigrer. Puis de t'entendre aussi parler de ton idéal nationaliste, Oui. de comprendre que c'est un projet que tout un chacun, c'est un projet qui peut nous animer et qu'on est légitime aussi, même en étant immigrant, de vouloir faire partie de ce projet national, c'est très légitime. Oui, c'est nationaliste inclusif. Puis je veux aussi dire, si vous avez trouvé que c'était bien écrit, moi, je ne l'ai pas écrit toute seule. Si moi, je le fais avec mon temps, mon temps qui est très, très prenant, je l'aurai terminé en 2030 probablement. Mais il y a aussi Sandrine Bourque qui est ici avec moi aujourd'hui, qui m'accompagne, qui a une plume extraordinaire. Là. Je parle d'elle là, à la fin, là, dans les remerciements. Elle m'a fait découvrir... C'est comme une psychanalyse, ce livre-là. Fait que j'invite les gens à le lire avec la plume de Sandrine Bourque, qui est excellente. Rubans Gazal, j'ai envie aussi de rajouter que c'est aussi un peu un essai sur l'amour. Oui, exact. L'amour du Québec, l'amour de ma famille. L'amour de soi. De soi. Je parle aussi de mon... je raconte une expérience aussi personnelle sur la maternité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein? C'est pas une politicienne qui écrit un livre, c'est une femme qui écrit un livre. En tout cas, merci tellement d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi à travers le spectre de ce livre, de ton expérience d'immigrer au Québec. Rubans Gazal, je rappelle que ton livre, Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs, publié aux éditions Luxe, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Absolument. Merci. J'espère qu'on a donné le goût aux gens de le lire. Merci beaucoup de l'invitation. Vraiment, j'apprécie. En tout cas, on a clairement donné le goût aux gens de mieux te connaître. Merci. Merci Rubans Gazal. Merci. Aujourd'hui, on reçoit un invité que vous connaissez sans doute comme le député de la circonscription de Viau à l'Assemblée nationale du Québec, où il y siège pour le Parti libéral depuis 2018. Mais notre invité est avant tout un homme de lettres diplômé en communication. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie tels que Valkandaï, paru en 2000, Chants de mémoire, paru en 2003, Dits d'errance, paru en 2005, Tant l'appli, paru en 2007, 24 heures dans la vie d'une nuit, paru en 2011. Il est né à Port-au-Prince et profondément enraciné dans le quartier Saint-Michel à Montréal, dont il fut conseiller municipal de 2009 à 2018. Aujourd'hui, nous le recevons pour parler de son œuvre et notamment de son plus récent recueil, Nuit des anses pleines, publié chez Mémoires d'Encrier en 2021. Au-delà de ses fonctions à l'Assemblée nationale, c'est le poète et le cofondateur du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous présente mon ami, Franz Benjamin. Bonjour, Ketty. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben, je pense que tu peux entendre la joie dans ma voix, que le plaisir est réciproque. Franz, si tu devais présenter Nuit des anses pleines, le recueil de poésie, à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, tu dirais quoi? Je dirais que c'est cette Nuit des anses pleines a été cette part en moi qui a été le plus dévoilée, en fait. C'est toute la féminité que je porte en moi, c'est-à-dire à travers des trames d'élégance, de beauté, de joie, mais aussi de tendresse aussi. Et c'est un recueil tissé dans la tendresse. Et ça, j'ai voulu
Contrairement à mes recueils précédents où il est souvent question de mémoire, de révolte, de tristesse, de mélancolie, de deuil, j'ai voulu laisser émerger cette part en moi de joie et de beauté. Donc, alors, c'est comme ça que je crois que je laisserai parler que je parlerai de Nuit des Anses pleines. On dirait que tu t'es présenté. On dirait que les mots que tu as choisis te collent à la peau. Tu es quelqu'un de tendre, d'apaisant, de calme, mais de façon irrévérencieuse. Tu es quelqu'un de engagé, affirmé. Euh, c'est comme si tout ça vivait en toi. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, parce que moi, l'engagement très tôt dans ma vie, dans ma famille, donc j'ai appris l'engagement à travers le religieux, parce que j'ai grandi dans une famille très religieuse. Et donc, c'est auprès de ma mère et de mon père que j'ai appris à m'engager pas pour moi, mais au nom de mes valeurs, mais avec et pour les autres. Et cette part de tendresse, c'est ma mère. En fait, quand on me regarde, c'est vrai que physiquement, je ressemble à mon père, mais psychologiquement, je ressemble beaucoup à ma mère, et qui m'a transmise des valeurs extraordinaires autour du regard. Ma mère me disait, lorsque j'avais 5 ans, et ma mère faisait un exercice avec moi, presque à chaque matin. Elle m'amenait devant un miroir et elle me disait elle me disait, qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Alors je répondais toujours, je vois un beau garçon. Donc, alors, ma mère me C'est disait... une femme très intelligente, ta mère. Et donc, elle m'a appris à assumer beaucoup ce que je suis, mais dans le respect des autres. Lorsque j'ai été élu la première fois, je dis souvent que mon plus grand discours politique, de motivation politique, c'est ma mère qui me l'a donné. Qui m'a dit, Franz, ton père et moi, nous t'avions donné des valeurs autour du respect, nous t'avons transmis l'éducation, l'honnêteté. Gare à toi. Gare à toi si tu t'en sépares. Si un jour, me disait-elle, peu importe où tu arrives dans la vie, que tu ne sois pas en mesure de regarder n'importe qui droit dans les yeux, c'est que dis-toi ce jour-là, tu as quelque chose à te reprocher. Oh, ça, c'est une grande leçon de parentalité, ça. Absolument. Donc, c'est resté comme un genre de mantra pour moi tout au long de ma vie politique, mais pas seulement de ma vie politique, de ma vie d'être humain, tout simplement. C'est ces paroles-là qui ne m'ont jamais quitté, mais elle m'a toujours aussi rappelé de ne jamais oublier d'où je viens. Donc, d'où je viens, ça me force nécessairement à porter un regard humain, attendrissant sur celles et ceux qui me côtoient, tout simplement. Et c'est bien cette part d'humanité qui réside en toi, qui nous émeut et je pense qui t'émeut aussi. J'ai fait la lecture de ta, en fait, bibliothèque, Valcandaï, c'est de la poésie créole qui est parue sous les éditions Parole. Chant de mémoire, toujours un recueil de poésie qui a été publié à Montréal. Mémoire d'Encrier a publié dit d'errance et Édition Parole a publié Tant l'appli. Et le 24 heures dans la vie d'une nuit a été publié par Mémoire d'Encrier. Mon œil est resté accroché à Tant la pluie parce que c'est une des œuvres qui m'émeut le plus de tout ce que tu as présenté. Pourquoi tu écris, Franz Benjamin? J'écris un peu pour exister parce que c'est une part importante en moi. Je dis souvent, un jour, je ne serai plus politicien, je ne serai plus un homme politique. Et- mais je ne connais pas de fin à mon travail d'écriture, d'écrivain. Parce que c'est une part importante en moi. C'est une part importante en moi pour dire le monde, mais pour dire ce que je suis à travers mes rêves, à travers ma vision, à travers mes espérances aussi.
Donc, et de ce point de vue-là, j'écris aussi, pour moi avant tout, c'est un acte très égoïste, l'acte d'écriture. Euh, on s'enferme dans sa chambre, on s'enferme avec son stylo, son papier, et on écrit. Mais en même temps, une fois publié, cela ne nous appartient plus. Ça devient un geste d'altérité. Donc, on écrit pour les autres aussi, puisque lorsqu'on écrit pour être lu, donc le lecteur ou la lectrice prend avec lui ou avec elle ce que bon lui semble à travers ce que tu écris. Et que de fois, j'ai rencontré des gens qui ont lu un de mes recueils ou une de mes œuvres, qui m'ont raconté avoir retrouvé quelque chose dont je n'imaginais pas, dont je n'espérais pas qu'ils auraient trouvé. Mais c'est tant mieux. C'est ça la beauté de l'écriture aussi. Tu commences par un acte très égoïste, mais tu finis par un geste tout à fait très altruiste. Il y a d'autres mots qui me viennent en tête. C'est quand même très intrusif aussi d'exposer sa poésie. C'est un peu exhibitionniste d'exposer son intimité comme ça, même exposée en prose. Donc, ça m'amène à, à observer des thèmes qui reviennent là, ci et là. Il y a l'eau, le voyage, qui reviennent beaucoup dans ton recueil de poésie, Nuit des anses pleines. Pourquoi ces thèmes sont si récurrents? Ben alors, ce thème-là, ce sont des thèmes qui reviennent souvent, effectivement, parce que ce sont des thèmes qui partent de l'intérieur. Je me rappelle un des recueils un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est L'être un jeune poète de Rainer Maria Rilke, que j'ai lu très tôt à mon adolescence, sur le geste de qu'est-ce que c'est que créer, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est qu'être artiste. Et selon Rilke, et je suis d'accord avec lui, il faut rentrer en soi pour aller découvrir la substance de la création. Et à chaque fois, effectivement, je suis obligé de rentrer en moi pour aller trouver cette substance de création qu'est l'écriture. Et cet en moi-là, c'est parfois des expériences vécues, mais des expériences non vécues. Ce sont des rêves, des fantasmes. Mais je ne saurais te dire lequel est la part du fantasme ou du réel. Mm-hmm. C'est à toi de le découvrir. mais à chaque fois, je veux ramener dans cette conversation un ami, un bon ami à moi, nous sommes amis depuis au moins 25 ans, et il écrit depuis au moins 30 ans. Il n'a jamais publié. Et il écrit sublime, de manière sublime. Et à chaque fois que je lui pose la question, je lui dis, mais pourquoi tu ne publies pas? Tu devrais envoyer ton manuscrit à un éditeur. Il me dit, non, je suis trop humble et trop, et trop prudent. Donc, alors, je dois comprendre que moi qui, à chaque fois que j'envoie un manuscrit... C'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité. Donc, voilà. Mais, chacun gère ses obsessions. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, mais Nuit des anses pleines, Nuit des anses pleines est arrivé au terme d'une série de périples, de voyages à travers l'eau. Au Québec, le fleuve, les rivières, et ailleurs, l'océan Atlantique en particulier. Et au terme de ce voyage, au cœur même de ce voyage, naquit Nuit des anses pleines, qui est une expérience de l'eau et de rencontres humaines aussi, beaucoup. Quel est ton processus créatif? Est-ce que ça part d'un carnet, d'une phrase entendue, suspendue, d'une scène vécue? Comment ça devient un poème abouti? J'ai pas de méthode particulière. Euh, les poèmes que je préfère le plus, ce sont des poèmes nés d'un jet. C'est-à-dire que le poème arrive en bloc. Et il y a des poèmes qui ont pris naissance au cœur d'un moment particulier, d'un moment de tendresse, d'affection, un moment de désespoir ou de colère aussi. Et il y a d'autres poèmes qui ont pris naissance parce que j'avais un sujet
que je voulais aborder. Et ce sujet-là, je me demandais comment l'aborder. Est-ce que je l'aborde à travers une lettre ouverte, comme homme politique, ou bien je l'aborde à travers un poème? Donc, il y a des textes qui sont nés comme ça aussi. Il y a d'autres textes qui ont pris naissance à partir d'un coup d'œil. Comme par exemple, un de mes derniers textes qui s'appelle Boulevard Saint-Michel. C'est un texte qui a pris naissance dans un café sur le boulevard, au boulevard Saint-Michel. Donc, j'étais attablé à un café et je regardais passer les gens de toutes origines, de tout accent. Et voilà comment naquit ce poème-là, que j'espère que tu pourras lire, découvrir dans un recueil à venir. J'ai très hâte déjà. Tu sais, j'aime toujours me rappeler les éléments déclencheurs de chacun de mes projets. Et pour ce balado Nouveau Départ, c'est vraiment les conversations que j'ai eues avec mes parents sur leur expérience d'immigrés ici au Québec qui m'a donné envie d'ouvrir le micro et de reconduire des conversations avec des gens que j'admire, qui font partie de nos sociétés, de notre culture, sur leur expérience à eux d'immigrer ici. Et pour la 2e saison, j'avais envie d'utiliser le livre parce que c'est un objet que j'admire tellement pour pouvoir continuer ces conversations. Pour toi, Franz, si on retourne au début, ça fait pas très longtemps, hein? Non. Tu es né en Haïti, tu vis à Montréal depuis 1986. Est-ce que tu peux me parler de ton arrivée au Québec et à toi? Quel âge tu avais? Dans quelles circonstances tu es arrivé ici? Je suis arrivé au Québec un dimanche. Un dimanche fin de mois de novembre, je crois. Mais je me rappelle, c'était un dimanche parce que, comme je suis venu par la route, parce que j'arrivais des États-Unis, parce que j'ai vécu aux États-Unis, à New York en particulier, pendant au moins 2 ans. Donc, c'est par la route que j'arrivais. C'est un dimanche soir. Et celui qui nous amenait à Montréal par la route dans l'autobus que nous étions, il a syntonisé une station de radio que nous connaissions très bien, qui émet le dimanche soir, les radios Centre-Ville. Mm-hmm. Donc, la première chose que j'ai entendue, c'est une émission en créole émettant à partir du Québec pour la communauté haïtienne. Et alors, ça m'a fait dire à ce moment-là qu'il y avait une communauté haïtienne, qu'il y avait des Haïtiens avant moi qui vivaient. Et c'est cette communauté-là que j'allais découvrir quelques années plus tard. Je suis arrivé... Permets-moi de faire un petit clin d'œil à toute cette équipe de pionniers dont mon oncle Georges-Yvon Antoine faisait partie. Absolument, tout à fait. Oui. Donc, ce sont les premières voix. Ce sont les premières voix avec lesquelles j'ai fait connaissance au Québec, outre ma famille, évidemment. Puisque mon père y était déjà, ma mère aussi, et mes frères. Donc, moi, je rejoignais ma famille ici à Montréal. Donc, c'est une arrivée aussi un peu brutale. Un peu brutale parce que 24 heures avant que je parte, je ne savais pas que je partais. Ah! Et il faisait froid un peu à New York, mais c'était rien de comparable avec Montréal. Donc, j'allais découvrir l'hiver quelques semaines plus tard, et les rigueurs de l'hiver, comme on dit souvent. J'ai fait la rencontre. Il y a une belle anecdote, je ne sais pas si j'ai le temps pour te la raconter. Oui. Alors, le lendemain de mon arrivée, on m'amène dans une classe d'accueil. C'est une école qui est sur la rue Beaubien. Et là, on me fait passer, comme tous les jeunes qui sont nouvellement arrivés, on leur fait passer un test de classement. Et puis là, je fais mon test, etc. Et le professeur, c'est un Haïtien. Quand il a vu ce que j'ai écrit, il a dit « Mais toi, tu viens d'où ?» J'ai dit, je viens de New York. Il m'a dit, tes études, tu les as faites où? J'ai dit, je fais une partie de mes études à Port-au-Prince. Il dit, mais en Haïti, tu as été à quelle école? J'ai dit, j'ai été au Collège canado-haïtien. Il m'a dit, c'est pour ça. Mais non, mon cher, écoute, toi, tu ne restes pas en classe d'accueil. Toi, tu vas en classe régulière. Écoute, je vais t'inscrire dès demain. Je suis en congé demain, mais je peux prendre 2 ou 3 heures
afin que tu ne perdes pas ton temps ici. Wow. Alors, Quelle chance. Absolument. Le lendemain matin, il est passé me chercher chez moi. Il est allé m'inscrire à l'école. Alors, quand j'ai voulu le remercier, je lui ai dit « Merci beaucoup, monsieur, merci, c'est très gentil. » Il m'a dit « Ne me dis pas merci, deviens quelqu'un dans ta vie, c'est tout ce que je te demande. » Des années plus tard, les années ont passé, je suis devenu commissaire scolaire. Et t'as recroisé cet homme? Et un jour, la secrétaire de la commission scolaire m'appelle et me dit « Écoutez, il y a un monsieur qui veut vous parler. » Et je dis « Ben ok, parfait, donnez-moi son numéro. » Je l'appelle, il me dit « Écoutez, vous ne me connaissez pas et j'ai un problème, mais il n'y a qu'un immigrant qui puisse comprendre mon problème. Voici le problème que j'ai, etc. » J'ai dit « Écoute, je ne veux pas faire de promesses de politicien. Je prends en note tout ce que vous me dites. Je vais vérifier. » Et là, sa situation, la chose a été réglée à sa grande satisfaction. Et quelques mois plus tard, nous nous sommes revus, nous nous sommes rencontrés. Quand je l'ai vu, j'ai dit, hein? Je lui ai demandé, est-ce que tu as travaillé dans l'éducation? Il dit, ben oui. Tu l'as reconnu. J'ai été enseignant. Il m'a dit, j'ai été enseignant pendant 17 ans au Crêpes, sur la rue Beaubien à Montréal. Oui. Il dit, écoute, votre visage ne m'a jamais quitté. Il y avait un jeune petit Haïtien qui était arrivé à Montréal. Le lendemain de son arrivée, il a été dans une école et il y avait un professeur qui avait pris une demi-journée de sa vie pour l'emmener s'inscrire à l'école. Et quand ce petit Haïtien a voulu le remercier, il avait dit non, ne me dis pas merci, deviens quelqu'un. Alors, c'est ce petit Haïtien qui est devant toi aujourd'hui. Wow. Et depuis là, nous ne sommes jamais quittés. Et puis, il est satisfait de ce que tu es devenu, Je crois que oui. Mes salutations à Alain. Alain, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Et par la suite, ben, tu as fait des études en communication et tu as travaillé dans le domaine? J'ai travaillé dans le domaine des communications, mais au gouvernement du Québec. Parce que j'ai travaillé pour Communication Québec. J'étais responsable du renseignement pendant plusieurs années dans la fonction publique québécoise, donc pour les régions de Laval, Laurentides, de la Naudière. Et ça, je l'ai fait jusqu'à ce que je quitte pour mes activités, pour devenir un homme politique. Voilà. Vraiment fascinant. Ouais. Tantôt, quand tu m'as partagé le fait que le jour que tu quittais Haïti, c'est le jour que tu as appris que tu quittais Haïti. Oui, absolument. Je pense qu'on a tous une ou deux histoires dans le placard qui ressemblent deux gouttes d'eau à ça. Moi, le jour que mon père retournait en Haïti, c'est le jour que j'apprenais que mon père retournait en Haïti. Ah ouais, absolument. C'est comme plein de petits traumas, là, qu'on doit gérer absolument. Après. Mais chez toi, en grandissant, qu'est-ce qui prenait plus de place, la culture ou la politique? Ah, définitivement la culture. Définitivement la culture. Et la politique est venue vraiment plus tard. Mais dès le départ, c'est la culture. La littérature, la musique. J'ai jamais été musicien, mais j'ai toujours été, je suis encore un grand mélomane. Le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre. Et la littérature, grâce à quelqu'un que je dois lui rendre hommage, le Supris, un poète montréalais, et qui travaillait à l'époque, qui était intervenant au bureau de la communauté haïtienne de Montréal et qui avait fondé un club littéraire pour des jeunes de la communauté qui étaient intéressés par la littérature, par le livre. Alors, c'est comme ça que j'ai fréquenté ce club-là. J'ai découvert des jeunes qui avaient mon âge, des filles, des garçons, qui aimaient le livre comme moi. Nous avons commencé à lire ensemble, à écrire. Et de là, quelques années plus tard, naîtra mon premier recueil de poèmes, Valkandaï, en créole, et qui se veut une ode à ma grand-mère. T'as vu, j'ai pris le recueil entre mes mains. Oui, absolument, tout à fait. T'as compris que c'était le temps. C'est le temps. Ça passe vite. C'est le moment que je préfère dans l'émission, ce moment de lecture. J'adore le livre, j'adore lire. Et donc, je me régale. Je t'attends comme autrice. T'as dit, on fait pas de promesses. On fait que des surprises. Que des surprises. J'ai hâte à cette surprise-là. Alors, page 24. Quelques notes d'harmonica, des giboulées d'automne, ton front de travers, au temps où j'étais veilleur de tes nuits. Tes cheveux, au fil de mes phalanges, retombent sur tes cils et tes oreilles. Entre deux chansons de mitraille, nous faisons nos valises. Tu as gardé la réplique de Chagall et moi la chanson de Roland.
ce vieux recueil de l'ami Morisseau. Nous tirons au sort le dernier drap qui a accueilli nos corps naufragés dans le libre rat de l'amour. Ton rire, bonheur, est parti avant toi. Ton rire de dents blanches dans mes délires, pluie averse, renversant nos chagrins. Pour ne pas fermer l'œil, je parle sans arrêt à mon ami Jack. Lui m'écoute boire ma douleur, et ton visage me revient, en quelques notes d'harmonica et la voix cassée d'un vieux bluesman. Quelque agape que porte ta bouche, je reprends cette nuit la route du ciel, par tes lèvres qui m'envoûtent. Tes lèvres dans ces contours de Saint-Sacrement, rectifiant les ombres de nos maisons hantées, tes lèvres dans la nuit, sans savoir quel abri de néon illumine nos perrons. Pour ne pas fermer l'œil, je continue de parler sans arrêt à mon ami Jack. Lui m'écoute boire ma douleur, et ton visage me revient entre quelques notes d'harmonica et la voix cassée de Lazy Lester. I'm a man, baby. Ah, c'est beau. France Benjamin, ton rapport avec la langue, le français, le rythme, sa musicologie, son son, comment ça a évolué au fil du temps, au fil des recueils pour toi? Ben alors, je suis habité par deux langues, par le créole et le français. Mhm. Le créole, ma langue première, langue maternelle, c'est par cette langue-là que m'est arrivé l'amour de la littérature, l'amour du lire, l'amour du français. C'est par le créole que ça m'est arrivé. Par une grand-mère, Nancia René Moïse, paix à son âme, qui était analphabète, qui allait au marché à chaque 2 semaines, qui ramenait un livre, cette collection Martine va à la mer, etc. Oui. Bon, et qui me disait, dans un créole juteux, mon fils, je traduis, ta grand-mère ne sait pas ni lire ni écrire, va lire ce qu'il y a dedans et viens me le raconter ensuite. C'est par elle que j'ai appris à aimer le livre, à aimer lire, et par la suite à aimer la littérature. Aujourd'hui, pour moi, la langue, c'est non seulement un véhicule de communication, mais c'est un outil de création pour moi. Et j'aime bien l'idée, comme poète, que je suis orfèvre des mots. Je taille, je cisèle, je tique, je coupe, je découpe, je retaille, je redécoupe les mots pour les mettre à ma mesure, pour les mettre à la mesure de mon œuvre, de ma création littéraire, de la poésie en particulier. Et ce que j'aime, c'est j'aime les poètes qui ont travaillé comme de véritables esthètes des mots. Et ces poètes-là, je les voue une véritable, je les vénère. Des poètes comme Aragon, comme Anthony Phelps, Gaston Miron, ce sont de grandes voix de la poésie francophone que nous gagnons à connaître. Et dans la littérature créole, il ne faut pas oublier, par exemple, quelqu'un comme Coralin, par exemple, Jean-Claude Martineau, qui est un poète extraordinaire aussi, qui gagne à être mieux connu aussi. C'est un poète montréalais aussi, puisqu'il vit à Montréal. Voilà. Ah, je voulais pas t'interrompre. Vraiment, je me suis régalée de notre conversation. J'aurais aimé que le temps soit vraiment beaucoup plus obéissant et se multiplie à notre guise. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, je suis contente qu'on ait pu explorer Nuit des Anses pleines, France Benjamin. Et j'espère que ça donnera le goût à d'autres artistes de s'accaparer ton œuvre et d'en faire des chansons, des épopées, des théâtres musicaux. Il me semble qu'il y a un grand potentiel pour ça. Ah, ben formidable. Oh, oui. Alors, je vais répondre comme on dit à l'église.
Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Merci, Franz Benjamin. Merci, Kitty. Ça a été un plaisir.